Voilà, donc je suis Pascal Parinet, comme on m'a présenté, psychanalyste et gestalt thérapeute. Alors, juste la gestalt thérapie, c'est la psychothérapie de l'ici et maintenant et de la relation, comment on est en relation avec soi-même, avec les autres. Donc, on va parler des hommes, des femmes. De l'égalité des sexes, c'est un sujet dont on parle beaucoup, notamment à travers le féminisme. Et en même temps, on ne sait pas trop de quoi on parle quand on parle d'égalité des sexes. Alors on va regarder d'abord quelles sont les différences. Est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? On dira aussi quelle est la part d'inné et quelle est la part d'acquis. Peut-être un mot sur le gender, parce que c'est difficile de l'éviter quand on parle des hommes et des femmes. C'est en train d'imprégner tout doucement notre culture. Donc j'en dirai un tout petit mot. Et puis des dérives aussi du gender. Et pour finir, ce qu'on constate, enfin ce que je constate, mais on travaille à deux avec mon épouse aussi, donc dans les cabinets de psychothérapie, quelles sont les problématiques peut-être un peu nouvelles aujourd'hui qu'on découvre. Et comment envisager un féminisme qui soit juste et peut-être qui sorte un peu des stéréotypes de l'homme au travail, la femme à la maison. Voilà. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions. Je ne sais pas si on fera le tour, mais en tout cas on posera quand même quelques points. Alors, avant d'entrer pleinement dans notre sujet, je crois que c'est important de dire que déjà c'est un sujet complexe, vous le savez tous, parce que vous êtes tous des hommes et des femmes, et à chaque instant vous pouvez voir que c'est pas si simple que ça, mais aussi qu'il y a des variations assez importantes au niveau individuel, et ça tant au niveau du fonctionnement de notre cerveau. Il y aura à peu près 10% des femmes qui auraient un cerveau un peu masculinisé et 20% des hommes un cerveau féminisé. Vous voyez, déjà on est en train de poser que le cerveau il intervient. Et puis aussi au niveau psychologique où les parts innées et acquises peuvent donner des comportements qui vont s'échelonner un peu sur tout un curseur entre les hommes et les femmes. Alors, on parle d'égalité, mais de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que ça se situe au niveau physique? C'est évident qu'il n'y a pas d'égalité au niveau physique. On est différents. Alors, peut-être que vous pensez à la force, et finalement, au niveau psychologique, la force, c'est pas ce qui ressort le plus. La plus grande différence qui ressort, c'est que d'abord, le rythme de la vie est inscrit dans le corps des femmes et surtout qu'elles sont les seules à pouvoir enfanter. Et ça, c'est quelque chose qui aura des répercussions importantes dans la psychologie et des hommes et des femmes. Alors, les principales revendications sont quand même plutôt en termes de droits ou de chances d'accès à certaines choses dans la vie. En même temps, de quoi on parle exactement? D'une égalité sociale. Et on est aujourd'hui dans une société, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais qui est à la fois individualisme et quand même un peu utopique. Finalement, chacun veut la même chose que l'autre, pour peu que ça soit un peu mieux. Par exemple, il y a eu le mariage pour tous, il y a les enfants pour tous aussi, qui est un peu en fond derrière le mariage pour tous.
Ça, c'est le premier aspect. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'on voudrait gommer un peu toutes les différences. Alors, souvent un peu avec des bonnes intentions, mais en même temps, il y a sans doute tout un marketing derrière, en tout cas un aspect de globalisation qui fait que ça serait peut-être pas mal qu'on ne soit pas différent. Mais derrière les bonnes intentions, vous savez, l'enfer, parfois, il est pavé de bonnes intentions. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on fait de la discrimination positive. Mais la discrimination positive, c'est toujours de la discrimination. Le mieux, ça serait d'éviter ou d'arrêter de discriminer. Et donc, on voit que quand on parle des rapports hommes-femmes, les thématiques ne cessent de s'étendre et on peut vite s'y perdre si on ne précise pas un peu à quel niveau. Et donc, les principales revendications, finalement, elles se situent au niveau de l'égalité des droits, dans l'éducation, et c'est là où va s'infiltrer la théorie du gender, dans le travail, alors avec l'accession au même poste, le droit au même salaire pour un poste équivalent, et dans la vie conjugale, avec le partage des tâches et puis une demande de respect qui est tout à fait légitime. Alors tout ça c'est normal, c'est légitime, et en même temps je crois qu'il est important de prendre conscience que ça ne devrait pas gommer les spécificités de chacun. Alors il y a même une ministre qui défendait l'égalité au droit du congé maternel. Enfin, une ministre le défendait, mais la loi est passée. Et pourtant, je ne suis pas sûr que les hommes aient le même désir que les femmes à avoir droit au congé maternel, peut-être à quelques exceptions près. Alors, tout ça pour vous dire que finalement on est dans une société qui ne s'intéresse pas tant au bien commun, mais plutôt aux revendications minoritaires, voire même parfois aux revendications individuelles. Ce qui crée quand même une certaine confusion dans beaucoup de domaines. Alors, effectivement, l'égalité homme-femme, elle devrait se situer au niveau des droits, mais sans pour autant nier et les différences et les besoins spécifiques de chacun, et puis les désirs aussi de chacun. Sinon, on va arriver à une société androgyne où finalement ni l'homme ni la femme ne seraient respectés. Alors on va regarder maintenant quelles sont les différences. Et les chercheurs ont montré que le cerveau gauche est plus développé chez les femmes et le cerveau droit chez les hommes. Vous savez que notre cerveau est divisé en gauche et droite et puis en 3 étages. Alors, donc il y a cette différence de développement des 2 cerveaux, et en même temps les femmes entendent avec les 2 hémisphères, tandis que les hommes écoutent principalement avec l'hémisphère gauche qui lui est verbal, logique et critique. L'autre aspect, c'est que les 2 hémisphères des femmes sont moins spécialisés, ce qui leur permet de mener plusieurs tâches en même temps, ce qu'elles reprochent souvent aux hommes d'être monotâches. Mais, mesdames, c'est pas de notre faute, c'est notre cerveau qui ne fonctionne pas tout à fait pareil. Un autre aspect, c'est que le discours va être perçu subjectivement, c'est-à-dire à partir de leurs désirs, de leurs craintes, de leurs valeurs aussi. Et du coup, les femmes entendent ce qui est dit, mais aussi, surtout, comment c'est dit. Et elles sont plus sensibles aux intonations de la voix,
au rythme de la parole. Et elles entendent 2 fois plus fort, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus sensibles à l'aspect peut-être qui pourrait paraître de domination à travers la voix ou à travers l'intensité de la voix. Avec l'hémisphère gauche, la femme du coup est plus portée sur le partage verbal et la communication, tandis que l'homme est plutôt centré sur l'action et la compétition. Alors je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, les filles parlent 4 fois plus que les garçons à l'école maternelle, mais les garçons sont 10 fois plus turbulents. À 9 ans, les filles ont à peu près 18 mois d'avance verbale sur les garçons. Alors ça s'atténue en vieillissant, hein, rassurez-vous. Mais pas tout à fait, parce qu'à l'âge adulte, les femmes téléphonent en moyenne 4 fois plus longtemps qu'un homme. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. En fait, la femme a besoin de partager ses idées, ses sentiments, ses émotions, tandis que l'homme, lui, va chercher à contrôler et à trouver des solutions. Alors, ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'avec ce fonctionnement cérébral, la femme est moins émotive que l'homme, mais elle s'exprime davantage, alors que l'homme serait plus émotif, mais par contre, il contrôle beaucoup plus ses émotions. Et surtout, il ne les exprime pas. Un autre aspect, c'est l'orientation. La femme est orientée dans le temps et l'homme dans l'espace. Ce qui fait que la femme va se repérer par rapport à des choses concrètes, à des objets, à des endroits, mais très précis, alors que l'homme va s'orienter d'une façon abstraite et par exemple prendre un raccourci pour trouver son chemin sans que ça le dérange. Alors, pourquoi ces différences ? En fait, quand on regarde le génome humain, on a pu montrer que l'homme et la femme ont environ 5% de différence de patrimoine génétique, alors que l'homme et le singe n'en ont que 1,6% et la femme et la guenon 1,6% aussi. Alors, bien sûr, ça ne prend pas en compte tout l'aspect qualitatif. Là, on est dans des données quantitatives. Et c'est quand même beaucoup l'aspect qualitatif qui différencie l'espèce humaine des animaux. Mais ça montre toute la différence qui peut exister entre les hommes et les femmes. Et cette différence biologique, elle s'explique par un million d'années d'évolution qui auraient modelé nos cerveaux depuis la préhistoire. L'homme partait à la chasse, ce qui lui impliquait le sens de l'orientation. Finalement, il rencontrait très peu d'individus et la femme s'occupait de ses enfants, souvent dans le cadre limité d'une grotte. Elle leur parlait et a développé ses facultés verbales. Autrement dit, l'homme est programmé pour la chasse et la guerre, la femme pour la vie sociale et la coopération. Et donc tout ça, ça serait lié à l'évolution et est peu modifié par l'éducation et par la culture. On évolue très très lentement, vous savez. Ça, c'est l'aspect du fonctionnement cérébral, mais ça pose aussi la question de l'hérédité et de l'acquis. Et en moyenne, on considère que l'appareil héréditaire représente à peu près 1/3. La part congénitale
un autre tiers avec notamment toutes les premières semaines de la vie intra-utérine. Et on peut noter que l'embryon est féminin pendant quelques jours et que ce n'est que sous l'action des hormones mâles que le sexe masculin va apparaître. Et puis un tiers pour acquis, donc dans le milieu culturel, là où l'enfant naît, par l'éducation, par les apprentissages, par les expériences de la vie. Et donc la part héréditaire et congénitale sont quand même importantes, puisque ça représente à peu près 2 tiers, et on peut dire que notre caractère est déjà plus ou moins prédéterminé pour 2 tiers à la naissance. Et on voit ça, il y a des psychologues qui travaillent avec les bébés, très tôt, tout de suite après la naissance, et rien qu'en étant en relation avec un bébé, elles arrivent à déterminer déjà beaucoup d'aspects de leur caractère. L'autre aspect, ce sont les hormones. C'est quand on pose un ballon par terre, les garçons vont taper dedans et les filles vont le ramasser. Et ça semble indépendant et de l'éducation et de la culture. C'est quelque chose d'un peu universel et qui sera lié aux hormones. Alors la testostérone, qui est l'hormone masculine, développe la force musculaire. Les hommes ont 40% de muscles et à peu près 20%, un peu plus de 20% pour les femmes. Ils influencent l'agressivité, la compétition, l'instinct de domination, mais aussi l'endurance, la ténacité, la cicatrisation des blessures, la vision de loin. Au sujet de la vue aussi, on pourrait ajouter que la vue est davantage développée et érotisée chez l'homme, d'où son intérêt pour les vêtements féminins, pour certaines revues ou certains sites. Ces hormones influencent aussi le lancer de précision, l'orientation dans l'espace, le goût pour l'aventure et l'attrait pour une jeune femme qui pourra lui donner des enfants. Les oestrogènes, donc les hormones féminines, développent les mouvements de précision. La femme peut facilement plier ses doigts indépendamment, ce qui est un peu plus difficile pour l'homme. Elle a beaucoup plus de dextérité manuelle. La graisse aussi. La femme a 25% de graisse contre 15% chez l'homme à peu près, mais qui a une utilité notamment pour tous les processus d'enfantement. Ça sert à la fois de protection et de réserve pour le bébé. La mémoire verbale, la mémoire de la localisation des objets, ainsi que la vision de près. L'ouïe, je l'ai dit tout à l'heure que la femme était beaucoup plus sensible à l'ouïe, et en fait l'éventail des sons perçus est beaucoup plus large. Les femmes en moyenne chantent plus juste que les hommes. Et leur reconnaissance des sons est bien meilleure. Ça aussi, c'est pas anodin parce que la mère va percevoir les sons de son bébé et savoir reconnaître ses besoins simplement au son, ce qui est un peu moins évident pour les hommes. Et la femme, dès que le bébé fera un peu de bruit, va se réveiller, même quand elle dort. Et donc on voit combien la sensibilité au son est importante par rapport aux enfants.
Elle possède aussi beaucoup plus de récepteurs cutanés pour le contact. Et certaines hormones vont multiplier le besoin de toucher et d'être touché. Enfin, son odorat est plus développé que l'homme, notamment à certaines périodes du cycle. Et enfin, donc ces hormones développent aussi l'attrait pour un homme fort et expérimenté, susceptible à la fois de la protéger ainsi que ses enfants. Alors là, on était dans le physiologique, biologique, physiologique. Alors, quels sont les aspects psychologiques? Vous savez, l'individu construit son identité dès la toute petite enfance, et ça, à partir d'abord des projections et des désirs des parents, à partir d'identifications successives, alors d'abord à ses parents, et puis plus tard à d'autres adultes référents, des professeurs, des prêtres parfois, ou encore des héros de bande dessinée, des héros de films, pour les ados, les stars. Des rapports avec la fratrie et de la façon dont se passe ce qu'on appelle l'Oedipe, la période de l'Oedipe. Ce qui fait qu'il y a de multiples façons au niveau psychologique d'être un homme ou une femme, même si globalement l'identité individuelle va être fortement imprégnée des imagos paternels ou maternels suivant qu'on est un homme ou une femme. Hein, souvent on entend dire tu ressembles à ton père, ton grand-père, ton oncle. Ça, c'est pour l'identité. L'identité sexuelle, elle ne s'acquiert que progressivement, également à partir des identifications de l'enfant, mais ce n'est qu'à partir de 2 ans à peu près, et complètement vers 4 ans, que l'enfant va reconnaître son identité de genre, c'est-à-dire qu'il aura la certitude en lui qu'il est un garçon ou une fille. C'est également à partir d'identifications successives, et notamment autour de toute cette période de l'Oedipe, qu'il va développer son orientation sexuelle, donc être attiré par les personnes du même sexe ou du sexe différent. Et ce n'est qu'à l'adolescence où va se rejouer toute cette problématique oedipienne que le jeune va reconnaître son identité sexuelle. Vous voyez, il y a 3 choses. Il y a l'identité de genre, l'orientation, et après on se reconnaît en identité sexuelle, c'est-à-dire comme hétérosexuel ou pas. Au niveau de la sexualité, il y aura beaucoup de différences entre les hommes et les femmes. Finalement, la femme a besoin d'intimité pour apprécier la sexualité, et l'homme, c'est l'inverse, il a besoin de sexualité pour apprécier l'intimité. Alors, je caricature un peu, mais c'est dans cet ordre-là. L'ambiance et le partage sont importants pour la femme, alors que pour l'homme, c'est l'aspect visuel, génital, qui va prédominer souvent. Et en dehors de toutes ces différences, finalement, au niveau psychologique, on va retrouver peu de différences dans le fonctionnement. C'est-à-dire que l'organisation psychique, vous savez, on parle de structure, et les modes de défense, le caractère aussi, n'appartient pas à un sexe ou à un autre, mais se retrouve d'une façon distribuée dans les 2 sexes.
même si on peut voir que certains aspects statistiquement sont plus prédominants chez les hommes ou chez les femmes, mais globalement, dans le fonctionnement quotidien du psychisme, il y a peu de différence. Et puis il y a un autre aspect, c'est que nous avons tous en nous une part de masculinité ou de féminité, c'est-à-dire qu'on a tous en nous et de la masculinité et de la féminité. Donc si on a un homme, on a une part féminine qui est mise à l'arrière-plan, et si on a une femme, une part masculine mise à l'arrière-plan. Et que ça peut varier chez chacun en fonction de sa propre identité. Et donc ça va colorer aussi la façon d'être un homme ou d'être une femme. Alors, c'est là que risque d'intervenir un peu la confusion du gender. Vous savez, le gender, c'est partie d'études sociologiques pour mesurer d'une part les différences d'éducation données aux garçons et aux filles, donc beaucoup dans les écoles, et d'autre part l'influence que ça pouvait avoir après sur l'orientation scolaire, sur les études supérieures et sur la vie professionnelle. En gros, il s'agissait de mesurer s'il y avait des comportements différenciés dans l'éducation. Alors, par exemple, il y a quelques années, peut-être les plus anciens se souviennent de ça, au collège, on proposait aux garçons des cours de technologie et aux filles des cours de couture ou de cuisine. Et il en était souvent de la même façon pour l'orientation après vers des études. Donc, à partir de ces cas, en fait, mais ça a été systématisé au niveau sociologique, il y a des différences qui ont été démontrées, indépendamment d'ailleurs de tout jugement de valeur. Il ne s'agissait pas de dire si c'était bien ou si c'était mal, mais juste de mesurer les différences dans l'éducation. Mais depuis un certain temps, qui commence à dater, ce mouvement a été récupéré par des lobbying gays et lesbiens pour en faire une revendication de choix de l'identité de genre. Et donc on commence à voir apparaître des parents, par exemple, qui habillent leur enfant un jour en garçon, un jour en fille, dans l'espoir, ou dans l'illusion plutôt qu'un jour il pourra choisir s'il est un garçon ou s'il est une fille. On voit aussi des crèches apparaître qui respecteraient une neutralité fille-garçon dans l'éducation. Alors, on est là dans une incompréhension et surtout un détournement de ce qu'est la bisexualité psychique et les processus d'identification. On pourrait même dire que quand on en arrive à ces stades-là, on est plutôt dans le délire des parents, en tout cas des adultes, qui peut-être vivent mal eux-mêmes leurs problèmes identitaires et rendent la société ou les autres adultes responsables. Parce que l'enfant n'a pas à choisir. D'abord, il n'a pas la raison en tant que fonctionnement raisonnable pour choisir. Et de toute façon, l'environnement a toujours un impact sur l'éducation par rapport au sexe de l'enfant. Il ne faut pas espérer élever de la même façon une fille ou un garçon, parce que les parents vont projeter leur propre identité masculine ou féminine dans l'enfant, et donc l'influencer, même inconsciemment, même sans le vouloir,
Et même en cherchant à ne pas l'influencer, ils l'influenceront quand même. Finalement, cette utopie un peu délirante, ça serait un peu comme de laisser choisir à un nourrisson ce qu'il veut manger. Voilà, lui mettre les plats devant lui et lui dire qu'est-ce que tu veux manger. Ou alors s'il veut s'habiller ou pas pour sortir en hiver. Mais un bébé n'a pas la capacité de choisir. Concernant le genre, nous l'avons vu, ça se fait naturellement et inconsciemment par identification. Et finalement, les parents sont là pour aider l'enfant à grandir en fonction de ce qu'il est et pour le protéger. Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans les cabinets de psychothérapie ? Ben d'abord que le rapport homme-femme a énormément changé. Alors ça tient sans doute au fait que les femmes choisissent et font des études, ce qui n'a pas toujours été le cas, hein. En tout cas dans une aussi grande proportion. Qu'elles travaillent à l'extérieur et qu'elles ont une autonomie financière et qu'elles assument des fonctions semblables aux hommes. Autrement dit, elles sont indépendantes et n'ont plus besoin matériellement d'un mari pour vivre, en tout cas sur le plan financier. Et cette indépendance a considérablement changé les rapports entre les hommes et les femmes. Elles savent ce qu'elles veulent, elles s'affirment librement, ce qui n'était pas toujours le cas des générations précédentes, en tout cas ce n'était pas aussi clair qu'aujourd'hui, et ça a occasionné une redistribution des rôles. De leur côté, les hommes sont un peu perdus. Les anciens stéréotypes, c'est-à-dire ce qu'ils percevaient de leur père, ou de leur grand-père, de leur façon d'être un homme dans les générations qui les précédaient, finalement, ça semble plus satisfaisant aujourd'hui. Et il se pose la question de comment être un homme face à ces nouvelles femmes qui ne semblent pas vraiment avoir besoin d'eux. Alors, on peut se poser la question si, dans le fond, c'est toujours vrai. Là, on parle de ce qui se perçoit dans la société, mais est-ce que dans le fond, ça a vraiment changé ? Ben, finalement, quand on creuse un peu, ce que les femmes attendent, ça reste, comme déjà avant, que les hommes soient responsables, qu'ils assument leur place, qu'ils les rassurent et les protègent, avec peut-être en plus aujourd'hui, mais parce qu'elles travaillent, parce qu'elles vont à l'extérieur, ben, qu'ils partagent les tâches familiales. Alors, ce qu'on constate depuis un certain temps, c'est la pression qui s'exerce sur chacun. Et une pression qui est transmise par le discours médiatique, où ils doivent être à la hauteur sur tous les plans. Et ça, c'est vrai pour les femmes et pour les hommes. Alors, chacun différemment. Mais, en gros, ils doivent avoir une belle situation. Ils doivent être populaires pour les jeunes. Je ne sais pas si c'était un mot qu'on n'entendait pas beaucoup avant, mais qui revient beaucoup dans les lycées, dans les collèges. Il faut être populaire. Il faut être cultivé, si possible. Et puis, il faut être performant sexuellement. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et avec les sites de rencontres, je ne sais pas s'il y a Mythique, mais il y en a plein d'autres. Il y a Adopte un mec, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Parce que les hommes, ça s'adopte. En fait, c'est la spécificité de ce site, semble-t-il, c'est que ce sont
ce sont les femmes qui choisissent. Et donc, c'est pour ça que c'est adopte un ex. Mais en tout cas, avec les sites de rencontres, on constate dans ce domaine qu'il y a souvent, et ça pour les jeunes, une obligation de rapport sexuel dès la première rencontre. Et les jeunes filles n'échappent pas plus que les jeunes hommes à cette contrainte. Elles pensent aussi qu'elles doivent être performantes, expérimentées, être à la hauteur. Et finalement, que ce soit les garçons ou les filles, ils doivent correspondre à des clichés qu'on leur envoie dans les magazines, des clichés aussi qu'ils peuvent voir dans certains films porno, mais en tout cas on voit qu'il y a vraiment une influence de certains clichés sur les performances sexuelles. Ce qui fait que la sexualité qui est supposée être libérée, finalement, elle est vécue très souvent comme une contrainte. Ça, c'est pour les jeunes, hein, on va dire jusque 30 ans à peu près. Enfin. Et puis, pour les couples installés, donc un peu plus âgés, il y a une exigence de communication. Alors la communication, c'est une bonne chose. Hein. Dans mon métier, on aide sans arrêt les personnes à communiquer. Mais on ne peut pas exiger de l'autre la spontanéité. Vous savez, il y a des gens introvertis, il y en a des extravertis, il y a le caractère. Et il y a une exigence de spontanéité à notre époque. Alors la communication en couple, ça s'en prend, hein, c'est pas inné. Et il faut parfois du temps pour s'adapter l'un à l'autre en fonction des caractères. Et communiquer, ça ne veut pas dire de changer l'autre, parce que chacun va communiquer à partir de ce qu'il est, et un introverti ne deviendra jamais un extraverti, même après des dizaines d'années de thérapie. Alors, un féminisme légitime qui sortirait des stéréotypes, comment on pourrait voir ça? Est-ce que ça peut exister? On pourrait rajouter d'ailleurs aujourd'hui un masculisme, hein, puisqu'on parle beaucoup de féminisme, mais on est en train de voir apparaître tout doucement, c'est en train d'émerger un peu, ce que j'ai appelé un masculisme, en tout cas des revendications masculines. Alors, bien sûr, un féminisme légitime, ça peut exister. La réponse, évidemment, c'est oui. Mais ça serait un féminisme qui s'enracine dans nos complémentarités. Autant il est normal de revendiquer les mêmes droits sociaux, autant ça ne doit pas se faire dans le déni des différences et des besoins de chacun. Alors, moi, il me semble que ça passe par la recherche du bien de l'autre et du bien commun avant son propre confort. Vous savez, on est dans une société à la fois individualiste et narcissique où chacun essaye d'avoir son propre confort au maximum, indépendamment des autres. Mais quand on regarde notre fonctionnement, notre corps, finalement, chaque organe a ses propres besoins, mais ça ne se fait jamais au détriment des autres organes. Mais pour le plus grand bien de l'ensemble, c'est-à-dire que chaque organe fonctionne pour le plus grand bien de l'ensemble du corps. Et finalement, ça bénéficie en retour à l'organe. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie.
Et ça, on le voit dans les couples qui fonctionnent bien. Souvent, ce sont ceux dont la recherche de chacun est le bien commun, en tout cas le bien de l'autre, le bien de la famille, le bien du couple, le bien des enfants, avant son propre bien. Et en même temps, la personne en bénéficie en retour. Alors, il ne s'agit pas de se sacrifier, hein. Je ne suis pas dans un discours, il faut se sacrifier, mais de prendre conscience que dans un couple, dans une famille, dans la société, on appartient à un ensemble et que plus cet ensemble va bien, plus on a de chances d'aller bien. Et donc un juste féministe sortirait peut-être des revendications personnelles pour aller vers le bien commun, tout en affirmant sa différence, ses besoins, mais aussi en prenant compte de la complémentarité. Alors dans le couple, bien sûr, ça passe par la répartition des tâches, qui prennent en compte les goûts, les capacités de chacun, la disponibilité de chacun, les possibilités aussi de chacun, et la nécessité d'assumer la totalité. Alors vous savez, en général, c'est un peu ce qui se passe. En tout cas, quand ça fonctionne bien dans les couples, la répartition se fait en fonction des goûts ou en fonction de ce pourquoi on est doué. Et puis, c'est important de temps en temps, quand on fait toujours la même chose, de changer un peu de temps en temps pour que ça ne devienne pas trop répétitif. Et puis, parfois, au bout de 10 ans, 20 ans de mariage, on se dit... tu pourrais gérer un peu les comptes, que ça ne soit pas toujours moi. À ce moment-là, peut-être il faut se reposer des questions sur la répartition qui a été prise au départ du couple. Dans la sexualité, ça passe par le respect de l'autre, de son rythme, et chacun a un rythme différent à ce niveau-là, et par l'apprentissage de la connaissance de son corps et du corps de l'autre. Dans la communication, ça passe par l'équilibrage entre les aspects complémentaires et symétriques. La symétrie, c'est ce qu'il y avait à la période de la guerre froide. Quand les Américains mettaient un missile, les Russes en remettaient un autre. Et comme ils se trouvaient à égalité, il fallait qu'il y en ait un qui en remette un autre. Et puis, comme ça fait une escalade. Et on arrive à des milliers de missiles. Donc ça, c'est un fonctionnement symétrique. Un fonctionnement complémentaire, c'est quelqu'un est plutôt doué pour une chose, l'autre pour autre chose, et bien ils vont se compléter mutuellement. Dans la vie professionnelle, bien sûr, par l'égalité d'accès aux différents postes en fonction de ses compétences et l'égalité de salaire pour un même poste. Mais je pense aussi en prenant en compte les différents besoins en fonction du sexe de la personne, mais aussi des périodes de la vie, sans que ça soit pénalisant. Parce que les femmes à certains moments auront envie ou de s'arrêter de travailler, mais en même temps il faut qu'elles puissent retrouver un poste, ou de faire un temps partiel pour s'occuper des enfants. Il ne faut pas que ça soit pénalisant, mais je crois que c'est important, une vraie égalité à prendre en compte aussi ces désirs-là. Et puis le vivre ensemble, qu'il soit en couple, en famille, j'ai presque fini, ou dans la société, devrait d'abord passer par la recherche du bien commun, qui finalement rejaillirait au niveau individuel. Alors ça n'empêche pas qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire quant à l'égalité des femmes et à leur respect surtout.
Il y a encore à notre époque beaucoup d'aspects très graves à faire évoluer, comme le non-respect, la maltraitance des femmes. Et en même temps, je ne suis pas sûr qu'un féminisme provocateur fasse beaucoup avancer la cause. Et je pense que ça passera beaucoup plus par l'éducation des jeunes, l'information des adultes, et puis quand c'est nécessaire par la loi. En tout cas, par punir les personnes qui ne respectent pas. Mais pour ce qui est moins grave et du quotidien, finalement, la reconnaissance des différences et des capacités spécifiques de chacun et des complémentarités permettrait sans doute une égalité qui ne serait pas un nivellement social, mais un enrichissement mutuel.